Quelques mots de présentation sur l'Institut Louis Bachelier. L'ILB est un réseau de recherche partenariale en économie et en finance qui héberge plus de 60 programmes de recherche, dont la chaire Sécurisation des parcours professionnels. Avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je donne la parole à Yann Algan, co-porteur de la chaire Sécurisation des parcours professionnels et doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, qui va nous présenter brièvement la chaire. Yann, c'est à Oui, vous. bonjour. Merci Riyad, bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po, doyen de son école des affaires publiques et co-titulaire de la chaire sécurisation des parcours professionnels qui est localisée à l'ILB et qui est financée par un certain nombre de partenaires. Donc, vous avez des partenaires universitaires avec Sciences Po et le groupe Jeunesse NCAE CREST. Et puis nos partenaires fidèles, le groupe Alpha, la DARES, la DGEFP, UNEDIC et Pôle emploi. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation d'un ouvrage de synthèse de la chaire. Cette chaire, vous verrez, pour ceux qui la découvrent, vous propose aussi bien un certain nombre de recherches, mais aussi des newsletters régulières et des ouvrages de synthèse. C'est le 25e sur l'étendue de la recherche sur un point précis. Et on peut dire à notre bonheur aujourd'hui d'accueillir Claudia Sénic, professeure à Paris 4 et à l'école d'économie de Paris, qui a publié un livre qui arrive à point nommé sur les questions de bien-être au travail, un aspect qui est souvent peu abordé sur la question des qualités des relations professionnelles et sur le fonctionnement des entreprises. Claudia est la grande spécialiste des questions et de mesures du bien-être et elle a bien voulu partager dans le cadre de la chaire l'ensemble de ses connaissances pour vraiment ouvrir la boîte noire du fonctionnement des entreprises et essayer d'étudier quelles sont les meilleures pratiques managériales ou en termes de fonctionnement de l'entreprise qui sont associées à des niveaux de bien-être des collaborateurs les plus élevés. Merci beaucoup Claudia et à tous. Et Claudia, c'est maintenant à toi pour présenter le livre. Merci Yann pour cette introduction. Alors Claudia, merci pour votre participation. Pour débuter, comment se définit et se mesure le bien-être au travail? Nous, on le définit pas de notre côté. On demande aux salariés de l'évaluer eux-mêmes. C'est justement ça l'idée. Donc, on recueille l'évaluation autodéclarée par les salariés concernant leur satisfaction au travail ou leur bonheur au travail grâce à des enquêtes ou des consultations. Donc, il y a une dimension cognitive, je suis satisfait de mon travail, ça correspond à ce que j'attendais. Il y a une dimension hédonique, je suis heureux au travail, je suis content d'y aller, je suis content d'y être. Et en fait, on essaye de mesurer et de quantifier cette sensation de bonheur au travail ou de bien-être au travail et les dimensions du bien-être au travail grâce à des questionnaires qui sont maintenant très, très largement utilisés et validés. Par exemple, le questionnaire en 12 questions mis au point par Gallup et qui correspond un peu à cette vision qu'avait Gallup de la pyramide des besoins. Donc, il y a les besoins de base. Je sais ce qu'on attend de moi au travail, j'ai ce qu'il faut, les outils, les équipements pour faire ce qu'on attend de moi. Il y a le soutien et l'épanouissement. Donc, quelqu'un m'a félicité pour ce que j'ai fait, on me prend en considération en tant que personne, je peux compter sur quelqu'un pour encourager mon développement. Il y a l'étage supérieur dans les besoins humains qui correspond à les valeurs, l'intégration. Donc, mon opinion compte au travail, les valeurs de mon entreprise me conviennent, mes collègues ont à cœur de fournir un travail de qualité. Et puis ensuite, la progression, la réalisation de soi, ça c'est l'étage supérieur, c'est est-ce que moi-même je peux m'épanouir. Donc, par exemple, j'ai l'occasion d'apprendre des choses intéressantes et de progresser au travail. Voilà, c'est un exemple de questionnaire et qui donc capture ces différentes dimensions, ces différentes sources et leviers du bien-être au travail. Très bien. Et quelles sont les sources du bien-être au travail, justement? Il y en a plein, mais en gros, ce qui est intéressant dans ce domaine de recherche, c'est tout ce qui est au-delà du salaire et puis de ce qu'on fait, donc la manière dont on le fait, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, nous, utilité procédurale, donc la manière dont les choses se font et qui peut être source de bien-être ou de mal-être. Donc ça tient à l'organisation. Ça tient, donc c'est les facteurs organisationnels. Les grandes catégories, c'est, après on rentrera dans les détails, je pense, mais c'est le climat social, donc toutes les relations avec les collègues et puis le management,
le degré d'autonomie dont disposent les travailleurs pour faire ce qu'ils ont à faire, et puis leur perspective de progression. Je pense que c'est ça les 3 grandes dimensions du bien-être au travail. On peut ajouter la perception des rémunérations, c'est-à-dire est-ce que la manière dont les rémunérations sont fixées et dont on peut progresser dans cette dimension compte ou pas. C'est-à-dire est-ce que je me soucie du salaire des autres ou pas. Et y a-t-il d'autres sources justement que vous avez identifiées? Oui, alors, en rentrant dans les détails, donc, concernant l'organisation, par exemple, ce qui compte, c'est le degré de hiérarchie. Est-ce que l'organisation est très verticale? Est-ce qu'il y a plein d'échelons? Est-ce que la longueur hiérarchique est longue ou pas? Et ça c'est important parce que ça interagit avec l'autonomie des salariés. Et, donc, on a observé que les gens sont plus heureux au travail dans les entreprises plus petites, quand la chaîne hiérarchique est plus courte, quand le style de management est moins autoritaire. Aussi, ce dont on parle maintenant de plus en plus, c'est le rapport à l'innovation et à l'échec. Parce que pour pouvoir innover, il faut prendre le risque de l'échec, donc il ne faut pas que l'échec soit sanctionné. Et puis, on sait qu'il y a une énorme littérature, pas forcément en économie d'ailleurs, mais peut-être en plus en management ou en gestion sur le leadership. Donc, la personnalité du N+1, celui à qui on rend des comptes, compte énormément. Le sentiment de justice procédurale aussi compte. Est-ce que quand il y a des changements organisationnels, est-ce que quand il y a des fusions, acquisitions, etc., les procédures sont claires et transparentes? Et dans ce sentiment de justice procédurale, enfin de justice organisationnelle, quoi, il y a un élément important, c'est le sentiment d'inclusion. Est-ce que je suis consultée? Est-ce qu'on m'en parle avant? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que j'ai l'impression d'être bien traitée? Ou alors est-ce que j'arrive à la réunion et j'apprends ce qui va se passer sans avoir été inclus dans la décision? Ça crée un sentiment de justice ou d'injustice organisationnelle. Ensuite, toujours à propos de cette hiérarchie et cette organisation, comment est-ce qu'on monte dans la hiérarchie? Quelles sont les perspectives de carrière? Ça, c'est extrêmement important. En fait, c'est quelque chose de quasiment anthropologique, je pense. C'est quelque chose qu'on observe même en dehors du travail. C'est comme s'il y avait une préférence, en fait, chez les gens pour une trajectoire ascendante. Si on doit vivre un épisode, que ce soit le travail, la carrière ou même dans d'autres domaines, on préfère que les choses aillent en s'améliorant plutôt que de comparer. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, comment ça marche dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut promouvoir les gens? Est-ce que le salaire peut augmenter ou pas? Autrefois, vous savez, au XXe siècle, il y avait ces grosses entreprises dans lesquelles on faisait une carrière maison. Donc, on arrivait en bas de l'échelle et puis on progressait sans arrêt. Et probablement, la raison pour laquelle ça se passait comme ça, c'est que ça convenait aux salariés parce qu'ils avaient cette préférence pour des carrières ascendantes. Et puis, pour l'entreprise, c'était une manière de retenir, de garder les salariés. Je peux continuer. Ce qui est important peut-être un dernier point, comme source de bien-être au travail, il y a un psychologue qui s'appelle Csikszentmihalyi et qui a baptisé du nom de flow le sentiment de bien-être au travail lui-même. C'est-à-dire quand on est en train de faire quelque chose et qu'on y arrive, ça avance, on est complètement concentré et puis le monde tout à coup disparaît, le temps n'existe plus, on ne pense plus à rien, on est complètement dedans. Et voilà, c'est un sentiment de bien-être parfait, sentiment de flow au travail. Le travail peut être l'occasion de ça, parce que justement, c'est le moment où on réalise des choses. Et pour que ça se produise, il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre le degré de difficulté ou de complexité de la tâche qu'on a à faire et puis les capacités qu'on a. Donc, il ne faut pas que ça soit trop dur, sinon on est en échec, on n'est pas dans le flow. Il ne faut pas que ça soit trop facile, sinon on s'ennuie. Donc, ça, c'est vraiment c'est une des sources du bien-être au travail. Et donc, après, en contrepartie, à l'opposé, on peut identifier une source de mal-être au travail, justement, c'est que quand on il y a quelque chose qui est très très bien identifié aussi, c'est le contraire des conditions du flow, c'est le double bind, c'est-à-dire une injonction contradictoire. D'un côté, j'ai des objectifs très ambitieux, très exigeants, et d'un autre côté, je n'ai pas les moyens de les réaliser. Donc, je suis en échec, je suis tiraillée entre deux conditions de travail contradictoires, et ça, c'est terrible. Il y a même un questionnaire spécifique, qui est le questionnaire de Karasek, qui pose toute une série de questions pour essayer de mesurer à quel point les salariés sont pris dans cette contradiction, sont ligotés, bind, le lien, dans cet empêchement de faire ce qu'on a à faire parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas la marge de manœuvre pour le mettre en œuvre. Le bien-être est-il considéré comme une source de productivité accrue? On a vu se développer ces dernières années des Chief Happiness Officers dans certaines boîtes, dans certaines sociétés. Et quelle est votre analyse dessus?
Oui, on pense généralement que c'est le cas et ça fait partie des motivations des entreprises pour essayer de promouvoir le bien-être des salariés. Bien sûr, c'est un objectif en soi, mais c'est aussi un objectif instrumental pour motiver les salariés et essayer d'obtenir un plus grand engagement en productivité et puis même le fait qu'ils restent dans l'entreprise. Donc, du point de vue de l'observation, on observe énormément d'associations entre le bien-être des salariés et puis le fait qu'ils soient plus créatifs, meilleurs négociateurs, bon, il y a même on peut même penser dans l'optique de Georges Akerlof, qui était un prix Nobel d'économie, qui voyait les relations dans l'entreprise pas seulement comme des contrats, mais aussi comme l'occasion de don contre don. Donc, si l'entreprise me traite bien, en échange, je suis beaucoup plus motivée pour faire bien mon travail. Donc, on a toutes les raisons de penser qu'il y a une association. Maintenant, pour le démontrer, pour mettre en évidence la relation causale, c'est-à-dire vraiment le bien-être au travail produit une plus grande productivité, il faut essayer de mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux, ce n'est pas évident. Donc, il y a pas mal de travaux qui font ça, qui font des expériences, qui consistent en fait à accueillir une série de gens dans un laboratoire, en fait des sujets, puis on les répartit en deux groupes, et puis il y a un groupe qu'on met de bonne humeur. On influence leur humeur, par exemple en leur faisant visionner un film qui les fait rire et qui donc les met dans une humeur plus joyeuse. Et ensuite, ces gens font une tâche qui n'a aucun rapport avec le film, par exemple additionner des nombres à deux chiffres. Et on se rend compte que les gens qui ont été mis de bonne humeur sont beaucoup plus productifs, ils font plus de calculs dans le même temps et ils font moins d'erreurs. Voilà, ça c'est un exemple, mais on arrive à mettre en évidence l'impact de l'humeur sur la créativité, la productivité et même le comportement coopératif. Vous savez, on fait jouer aux gens des jeux coopératifs où il s'agit de se faire confiance pour gagner plus tous ensemble. Mais ce n'est pas évident de se faire confiance parce qu'il y a le risque que l'autre fasse défaut. Eh bien, les gens sont plus coopératifs quand ils ont été mis dans une humeur plus favorable. Donc, on a des bonnes raisons de penser que le bien-être est un facteur Donc, le bien-être accroît la productivité, a priori. Ouais. Hein. Par ailleurs, on sait que les gens, dans les enquêtes, quand on suit, là je parle d'enquêtes nationales qui représentent bien la population, quand on suit les mêmes gens au cours du temps, on voit bien que ceux qui disent qu'ils ne sont pas heureux au travail, il y a plus de chances qu'ils soient plus souvent absents, malades, qu'ils quittent leur entreprise dans les années qui suivent, etc. Donc c'est quand même un bon prédicteur des comportements au travail. Très bien. Et pour résumer, quelles sont les grandes observations de la littérature académique au sujet du bien-être au travail? Je dis, c'est le fait de mettre en évidence et de quantifier ces sources de bien-être, donc l'importance de la progression, l'importance de l'autonomie, l'importance du climat social, et puis toute la manière dont on peut ventiler ça. Donc, par exemple, je parlais de l'autonomie. Il y a quelque chose dont on peut parler peut-être parce que c'est assez actuel, c'est la tendance, avec l'internationalisation des entreprises et l'augmentation de la taille de certaines entreprises, il y a une certaine tendance depuis pas mal d'années à la standardisation des procédures et à la formalisation croissante des procédures. Donc, on pourrait dire que c'est même une bureaucratisation des procédures de travail. Il faut passer par des logiciels, des formulaires, etc. Et tout le monde fait la même chose de la même manière. Ça correspond à une recherche de l'efficacité, mais en fait, ça crée une forme d'inefficacité parce qu'on perd du temps et c'est pénible et c'est un coût de transaction. Ça fait un peu penser à ce que les économistes des années 60 appelaient inefficacité X, c'est-à-dire une sorte de mystérieuse inefficacité qui tout à coup frappait les grandes entreprises quand leur taille augmentait. Et cette uniformisation, cette bureaucratisation, ça c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, on voit que on observe que c'est délétère, c'est contraire au bien-être au travail. Il y a eu un ça fait même partie, pardon, je vous coupe, ça fait même partie des sources de mal-être au travail, hein, il me des semble. sources de mal-être. Il y a même un mot qui est apparu pour caractériser ça, c'est le mot sludge. Donc sludge au sens propre, ça désigne un truc, une boue biliaire, enfin quelque chose de pas très attirant et assez visqueux, donc qui ralentit les processus. Et moi, ça me fait penser à la contraction entre deux mots, entre sludge et nudge. Nudge, vous savez, c'est ce qui pousse les gens C'est à les incitations. agir dans leur intérêt. Et slow, c'est lent. Donc slow et nudge, sludge, c'est ces procédures qui en fait ralentissent les process. Et ça, c'est vraiment une source plutôt de mal-être. Et est-ce qu'il y a d'autres sources de mal-être, justement? Vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Peut-être que le niveau de rémunération peut être aussi une source de mal-être. Hein. Alors, la rémunération personnelle des travailleurs, bien sûr, est une source plus elle est élevée, plus ils sont bien au travail.
parce que c'est aussi parce que le pouvoir d'achat, bien sûr, mais aussi la reconnaissance que ça comporte. Mais la question, c'est est-ce que le salaire des autres compte? Et la réponse, c'est que oui, en fait, les gens sont sensibles aussi au salaire des autres. Il y a pas mal d'études qui le montrent, et notamment des expériences. Bon, il y a tous des expériences, plusieurs qui ont été faites. Le procédé est toujours le même. En fait, c'est des expériences de choix. On demande aux gens, voilà, si vous devez travailler dans une entreprise, ou par exemple, même dans votre entreprise, il y aurait des projets différents. Et ces différents projets généreraient des rémunérations, des bonus différents. Un projet générerait des rémunérations à peu près égales pour tous les membres du projet, par exemple des groupes de 5. Et puis l'autre projet générerait des rémunérations beaucoup plus inégales, avec éventuellement des rémunérations plus élevées pour certains, mais plus inégales. Donc, qu'est-ce que les gens préfèrent? Il y a une série de motifs qu'on connaît, qu'on s'attend à voir et qu'on voit effectivement. Bon, d'abord, les gens se soucient toujours de leur propre rémunération, ça c'est sûr. Après, ils sont assez sensibles à l'écart entre leur propre rémunération et celle des gens qui gagnent plus. Ils n'aiment pas du tout, on est hostile aux rémunérations désavantageuses pour soi, et on est assez indifférent aux rémunérations des gens qui gagnent moins. On ne se réjouit pas de gagner plus que les autres. Enfin, on pourrait penser que c'est le cas, mais en fait, empiriquement, les gens ne se réjouissent pas tellement de gagner plus que les autres. Ils souffrent surtout de gagner moins que ceux à qui ils se comparent. Les gens sont, une fois que quand les gens doivent choisir entre un projet qui générera moins de revenus et un projet qui en générera plus, ils choisissent toujours l'efficacité. S'ils ne savent pas, a priori, ils vont choisir, si on prend l'image du gâteau, ils vont choisir le projet qui va générer le plus gros gâteau, même si les parts sont plus inégales. Une fois qu'ils savent quelle sera leur part à eux, quelle sera leur rémunération à eux, on peut faire ça dans l'expérience, on leur dit, vous aurez tant. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelque chose où les autres seront payés de manière plus égalitaire ou plus inégalitaire? Là, ils choisissent d'abord le projet qui générera le plus gros gâteau, même pour les autres. Ensuite, si la taille du gâteau est la même, ils vont choisir des parts plus égalitaires. Donc, l'efficacité, ça passe d'abord. Après, une fois que l'efficacité est donnée, une fois qu'on sait combien on va gagner, ils choisissent l'égalité, même s'ils ne sont pas concernés. Et il y a même des gens qui choisissent moins de rémunération globale pour que les rémunérations des autres soient plus égales. C'est à peu près 20% des gens. 20% des gens sont prêts à avoir un gâteau plus petit du moment que les parts sont plus égales. Ce n'est pas la majorité, c'est que 20%, mais il y en a quand même. Ensuite, ce qui est très fort quand même, c'est que dans les projets, les gens se soucient du salaire le plus faible. Ça, c'est conforme à la théorie de John Rawls. C'est qu'on trouve que c'est plus juste une société où le salaire des plus démunis sont les plus élevés possibles. Donc là, même dans l'entreprise, on observe ça. Les gens sont assez sensibles au salaire plancher. Donc ils vont toujours choisir le projet où celui qui est moins bien traité, il n'est quand même pas si mal que ça. Et puis dernière chose, les gens sont assez sensibles à la rémunération la plus élevée, le fameux 1% là. C'est vrai qu'ils choisissent souvent quand on leur propose des projets qui vont générer des rémunérations pour les gens à peu près dans la même ordre de grandeur, puis tout à coup il y en a un qui va gagner énormément, ça ils n'aiment pas du tout. Donc ils sont assez hostiles à ce fameux, à l'augmentation énorme du salaire du 1% ou du top, le salaire le plus élevé. Voilà en gros ce qu'on voit. Donc ça veut dire qu'en fait les gens sont assez sensibles au salaire des autres et pas uniquement au leur, ce qui est normalement dans la théorie standard pas le cas, mais on sait bien que c'est le cas. Il y a des expériences beaucoup plus concrètes, pas des expériences en labo, mais des expériences naturelles, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, il se passe des choses dans la vraie vie, dans la société, et on peut en apprendre, en tirer des leçons. Notamment en Norvège, en 2001, le gouvernement a mis en ligne tous les revenus imposables de tout le monde, de tous les citoyens. Ça a créé une terrible fièvre de consultation des revenus. Les gens se sont mis à regarder toute la journée, ils regardaient ça plus que le climat, plus que tout. Il y avait des applications sur votre smartphone pour connaître le salaire, le revenu imposable de tous vos amis sur Facebook ou de tous les gens qui étaient géolocalisés dans votre coin. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné en termes de bien-être au travail? En fait, les gens ont évidemment regardé combien gagnaient leurs collègues ou les gens qui avaient le même genre de métier dans le même groupe d'âge. Et on a observé énormément de départs des entreprises chez ceux qui étaient relativement moins bien payés que leurs collègues comparables. Ça, c'est un papier publié par des chercheurs californiens qui ont montré ça. Donc, en fait, on se soucie des autres. Pourtant, leur situation n'avait pas changé, mais le fait d'apprendre qu'en fait, ils étaient moins bien payés que la moyenne des gens comme eux, fait qu'ils ont quitté leur entreprise. Donc, apparemment, ça compte. Donc, c'est intéressant parce que ça pose la question de la transparence. Il y a eu un projet au début de ce quinquennat d'instaurer une transparence complètement sur les rémunérations des travailleurs des entreprises, qui finalement
à une ampleur moindre. Maintenant, je pense que les entreprises doivent publier la médiane et puis les salaires les plus élevés. Le top management, oui, les salaires les plus élevés, oui. La médiane et les écarts entre hommes et femmes. Mais voilà, si les gens sont très sensibles aux comparaisons désavantageuses, le problème, c'est que la transparence, ça va les rendre malheureux. Alors, d'un côté, ça va être bien parce qu'ils vont pouvoir faire comme en Norvège, ils vont pouvoir quitter ou renégocier. Et on sait que la transparence, ça a pour effet de compresser l'échelle des salaires. Puisque les gens, du coup, disent, bah, regarde, un tel paye tant. Ça leur donne un argument de négociation. Donc, voilà, c'est aussi bien pour ceux qui partent, puisqu'ils partent pour un meilleur job. Mais ça attire l'attention des gens sur un sujet toxique, puisque ça les rend malheureux, alors que rien n'a changé. Donc, c'est pas évident. Donc, la transparence a des limites. Hein. Il y a du pour et du contre, quoi. Ça a peut-être des effets qui sont bons en termes de gouvernance, bien sûr, en termes de négociation et de compression des salaires, mais ça a des effets psychologiques toxiques. Très bien. Dans votre ouvrage, vous abordez la notion de culture d'entreprise. Pourriez-vous revenir dessus, et en particulier ces différentes dimensions, et en quoi cette notion est importante? La culture d'entreprise, donc c'est quand des gens travaillent ensemble et interagissent ensemble fréquemment, tous les jours, au bout d'un moment, ils se mettent à développer des habitudes qui sont des raccourcis. Donc, notamment des mots, des acronymes, des expressions, on sait que ça se réfère à telle chose. Ils se mettent à développer ils savent comment ça se passe, donc des normes de comportement. Quand telle situation arrive, voilà comment ça se passe. Ils anticipent aussi des valeurs. Donc, tout à coup, il y a tout un ensemble d'attentes et de comportements qui sont intégrés par tous et qui forment une espèce qui à la fin forment une sorte d'identité. Il y a même un psychologue et anthropologue qui s'appelle Gert Hofstede, qui déjà dans les années 70 avait proposé, avait dit qu'il y avait des dimensions essentielles dans la culture d'entreprise, donc par exemple le rapport au pouvoir, à la hiérarchie. Est-ce qu'on aime un pouvoir hiérarchique, autoritaire, centralisé, ou au contraire, on aime bien des organisations plus horizontales? Le rapport à l'incertitude, est-ce qu'on est à l'aise avec des directives, des situations pas trop structurées, un peu ambiguës, où il y a plus d'initiatives, ou est-ce qu'on aime bien quand tout est bien bordé, quand tout est prévu, quand les procédures sont très explicites? Ou bien est-ce qu'on est dans une culture plus individualiste où chacun prend ses décisions et puis est rémunéré et valorisé en fonction de ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'on préfère une culture de groupe où en fait c'est le groupe qui est valorisé et rémunéré? Donc c'est des exemples de dimensions de culture. Et en fait, dans chaque entreprise émerge une culture qui valorise plus ou moins l'individualisme ou la culture de groupe, la valorisation de la certitude ou de l'incertitude, etc. Et alors après, ce qui compte en fait pour le bien-être, parce que c'est ça notre sujet, c'est à quel point la culture de l'entreprise coïncide avec le tempérament du travailleur, quoi. Est-ce qu'il est bien dans cette culture d'entreprise? Est-ce que moi, j'ai horreur de l'autorité, donc je suis bien dans une entreprise horizontale où il y a pas mal d'initiatives, on laisse de l'initiative, et voilà. Donc sinon, je suis malheureux. Donc on peut mesurer ça. On peut mesurer dans les enquêtes ou dans les études dans l'entreprise, on peut mesurer les valeurs des gens, des travailleurs, et puis la culture générale d'entreprise et voir si ça colle. Et en fait, on peut même aller plus loin, parce que, comme j'ai dit, la culture d'entreprise fait émerger une sorte de langage spécial, une sorte de jargon. Vous savez, un peu comme les jumeaux qui grandissent et puis ils développent un langage à eux. Enfin, là, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un langage de groupe, un jargon, quoi. Les économistes ont un jargon. Nous, on utilise des termes incroyables comme idiosyncrasie, etc. Personne n'utilise. Par exemple, récemment, j'étais dans le bus et il y avait un embouteillage place de Alésia, comme d'habitude, avant le confinement. Et les gens s'engagent n'importe comment dans le carrefour et le chauffeur me dit on n'a pas le droit de s'inviter. Je dis quoi? Il me dit oui, chez nous, on dit s'inviter plutôt que s'insérer dans la circulation. On n'a pas le droit chez nous, on ne dit pas s'insérer, on dit s'inviter. Et j'étais frappée par le fait qu'il disait chez nous. Ce qui suggère que c'est vraiment un sentiment d'identité. En fait, c'est un groupe auquel il appartient pour une partie de sa vie. Voilà, c'est un sentiment d'identité. Et donc, on peut mesurer ça dans l'entreprise. On peut identifier les termes de jargon spécifiques à l'entreprise. Ensuite, on peut mesurer à quel point chaque travailleur connaît ces termes. Bon, si je demande à quelqu'un dans la rue s'il utilise le mot idiosyncratique toutes les 2 minutes, il va me dire non. Par contre, ici,
PSE, tout le monde connaît ce mot. Et après, une fois qu'on a mesuré l'intensité de l'identité d'entreprise de chacun, on peut vérifier si elle est corrélée avec le bien-être au travail de ces gens-là. Et quand on le fait, on se rend compte que c'est exactement le cas. Plus les gens sont dedans, et dans le jargon, plus ils sont bien dans leur entreprise. D'où l'importance. Ils se sentent intégrés, ils se Ouais. sentent plus dans l'entreprise. Hein. C'est la preuve qu'ils sont, acculturés. Ou qui sont, que leur, oui, c'est ça, qu'ils sont acculturés, qu'ils ont complètement intégré la manière de parler, de voir, et ces fameux raccourcis de langage, qui, finalement, l'identité, c'est le langage. Oui. Merci pour cette première partie un peu théorique, explicative. Passons au résultat un peu chiffré de votre ouvrage. Quel type, d'ailleurs, premièrement, quel type de données vous avez utilisé et mobilisé dans cet ouvrage, hein? Vous avez évoqué en préambule que les données étaient issues d'enquêtes, mais je vous laisse un peu détailler ce point. Oui, c'est vrai. Dans la deuxième partie, donc, j'ai mobilisé 2 enquêtes qui sont faites auprès des entreprises. On interroge les salariés d'un côté et puis les représentants de la direction et du management de l'autre. Donc la première enquête, c'est une enquête française qui est conduite par la DARES. C'est une enquête qui s'appelle Réponse, dans laquelle j'ai utilisé la dernière vague disponible, c'est 2016-2017. Qui porte sur environ 4600 établissements dans le secteur privé, enfin marchand ou associatif d'ailleurs, d'entreprises qui ont au moins 11 salariés. Et donc à la fin, ça fait 20 000 salariés et puis 4 000 représentants de la direction et des ressources humaines. Et puis j'ai aussi utilisé une enquête européenne qui s'appelle European Working Conditions Survey, donc enquête européenne sur les conditions de travail. La dernière vague, 2015-2016, dans laquelle il y a à peu près 44 000 travailleurs qui sont interrogés et qui viennent de 35 pays d'Europe. Voilà. Et du coup, quelles sont les variables qui jouent positivement sur le bien-être et inversement? Et est-ce qu'on peut calculer le bien-être au travail en valeur monétaire? Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. En fait, j'ai essayé de quantifier l'importance relative des sources de bien-être au travail. Et pour les quantifier, il faut les convertir toutes dans une même métrique. Et cette métrique la plus intuitive, en fait, c'est le salaire, c'est le revenu. Donc la question la manière dont j'essaie de présenter les choses, c'est si on sent, par exemple, pour prendre le facteur le plus important, c'est le fait d'être motivé par son organisation. C'est le fait de répondre à la question de savoir est-ce que vous êtes motivé par votre organisation. Donc les gens répondent sur une échelle qu'on leur propose, par exemple de 0 à 10. Donc je calcule la médiane, la valeur médiane de la réponse, c'est-à-dire la valeur telle qu'il y a la moitié des échantillons qui est au-dessus et l'autre moitié qui est en dessous. Et donc le fait de se déclarer particulièrement motivé par son organisation, ça a le même effet sur le bien-être que si on augmentait le salaire de la personne de 100%. En fait, se sentir particulièrement motivé par son organisation, ça a le même effet qu'un doublement de Doublement du salaire. Hein. dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le facteur important. Mais on retrouve le même genre d'ordre de grandeur pour des questions telles que est-ce que vous êtes reconnu dans votre entreprise, vous vous sentez reconnu pour votre travail? Est-ce que vous jouissez de bonnes perspectives de progression? Et est-ce que vous avez une bonne autonomie, une forte autonomie dans votre travail? C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'était les 4 facteurs principaux, parce que c'est ça qu'on voit quand on quantifie l'importance des facteurs. On trouve donc la motivation, donc c'est le climat social, les perspectives de progression et l'autonomie. Voilà, c'est ça qui compte. Et à l'inverse, ce qui a un impact négatif sur le bien-être, c'est le risque, donc le risque de santé. Quand on dit qu'on a l'impression que son travail comporte un risque pour sa santé, ça c'est comme si vous réduisez votre salaire de 60%. Le risque de perdre son emploi aussi est un facteur très important. Donc ça, c'est les facteurs, enfin c'est la quantification des facteurs de bien-être au travail. Si on regardait à une autre chose, par exemple, dans ces enquêtes, il y a aussi une question sur le bonheur en général, la satisfaction dans la vie. Là, les facteurs sont un peu différents, et en ce qui concerne la satisfaction dans la vie, ce qui joue le plus, enfin, le domaine du travail qui joue le plus, c'est la conciliation travail-famille, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir organiser sa vie privée et sa vie professionnelle de manière compatible. Ça, c'est le facteur le plus influent sur le bien-être en général.
l'équilibre entre l'équilibre vie familiale et vie au travail, hein, du coup. Hein. Voilà, ça c'est le facteur de bien-être en général, pas de bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est vraiment être motivé. C'est la motivation d'un côté, à l'inverse, le risque de santé, hein, comme vous l'avez bien expliqué. Ouais. Et du coup, quels sont les niveaux de satisfaction au travail et où se situe la France par rapport à d'autres pays en Europe? Donc il y a des particularités françaises, effectivement, ça c'est donc avec l'enquête WCS. Donc les Français, on le sait depuis longtemps, il y avait des travaux de Dominique Méda avec ses co-auteurs ou des travaux d'Andrew Clark qui ont montré que les Français accordent une importance incroyablement forte au travail, beaucoup plus que les autres Européens. Par exemple, dans l'enquête, là, il y a 70% des Français qui disent que le travail est très important. Donc ils se mettent vraiment en haut de l'échelle, alors qu'au Danemark, par exemple, 40% des Danois disent que le travail est très important. Donc c'est important. Mais par contre, la satisfaction est vraiment assez médiocre. Donc, les Français, enfin, peu importe le niveau, mais par exemple, sur une échelle de 0 à 10, vous voyez, donc on peut se dire 5, ça serait, vous voyez, intuitivement, si on vous propose une échelle de 0 à 10, si vous mettez en dessous de 5, c'est que vous n'êtes vraiment pas content, au-dessus de 5, vous êtes content. Donc là, les Français, ils sont à 7,4 sur 10, ce qui n'est pas génial comme score. Et il y en a quand même 15% qui sont en dessous de 5. Donc il y a quand même une insatisfaction au travail assez importante. En France spécialement. Alors, quelles sont les dimensions qui... Je me suis demandé d'où ça vient, quelles sont les dimensions qui vraiment pêchent en France? Alors, la rémunération. Donc là, un Français sur deux trouve qu'il est mal payé au regard du travail qu'il fournit. En fait, la réponse à cette question, est-ce que vous êtes bien payé au regard du travail que vous fournissez? Eh bien, sur cette dimension-là, la France est dernière du classement. Dernière sur 32, mais derrière tout le monde, derrière la Turquie, l'Italie, la Slovénie, enfin tout ce que vous voulez, la Roumanie. Donc là, voilà. Ensuite, la motivation, justement, cette dimension dont on a parlé juste avant comme étant très importante. C'est très importante, oui. C'est un des domaines dans lesquels les Français sont le moins positifs. Le fait de se sentir bon dans son travail. Donc là, ça, c'est la reconnaissance, l'estime de soi. Donc là, c'est assez mauvais. Et puis, la conciliation travail-famille aussi, c'est pas... Enfin, bizarrement, en fait, les Français ne sont pas très satisfaits de ça. Donc, ils sont assez... quand on regarde, maintenant, quand on fait une sorte de zoom sur les insatisfaits, c'est-à-dire que ceux qui vraiment sont en dessous de 5, ils sont vraiment très critiques du management. Absence de reconnaissance de leur travail, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de possibilité de promotion. Qui ne peuvent pas employer pleinement leurs compétences. Donc on retrouve exactement ça, ces facteurs qui sont la progression, le fait d'apprendre, l'autonomie, la reconnaissance, le climat social. Est-ce qu'il y a des explications pour expliquer ce positionnement de la France, sachant que les Français sont connus pour être très pessimistes, hein. Il n'y a pas que dans le bien-être au travail. Enfin, il y a beaucoup d'enquêtes qui le montrent. Est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs? Oui, j'avais remarqué ça il y a longtemps, enfin, dans le paradoxe de l'insatisfaction des Français. La question qui se pose ici, mais là c'est très dur de le montrer, hein, enfin, on ne peut pas le montrer de manière causale, mais peut-être que cette insatisfaction, elle s'origine justement dans le travail. Parce qu'on voit que c'est très très important, que donc il y a des très fortes attentes, et qu'en fait ces attentes ne sont pas satisfaites. Donc une hypothèse, c'est que c'est justement dans le travail, dans la relation de travail, dans l'entreprise, dans la vision de l'entreprise, que naîtrait, au moins en partie, cette insatisfaction. C'est une hypothèse à explorer. Il y a quelque chose qui m'a étonné en fait dans l'enquête. Pardon? Je vous disais qu'il faudrait peut-être d'autres recherches sur ce sujet pour confirmer l'hypothèse que vous venez d'évoquer. Pas facile à faire, mais oui, je pense que c'est effectivement, enfin, on faudrait peut-être quantifier effectivement les différentes sources, enfin, le domaine du travail par rapport à d'autres domaines. Mais c'est clair que dans un ouvrage avec justement Yann Algan et Elisabeth Besselet, qui s'appelle Les Français, le bonheur et l'argent, on montrait qu'en comparaison européenne, l'argent, c'est-à-dire la rémunération, le revenu, jouait un rôle beaucoup plus important dans la genèse de la satisfaction dans la vie en France par rapport aux autres pays, ce qui est assez étonnant quand même. C'est pas la valeur suprême en France, normalement, l'argent, mais en fait, ça joue un rôle beaucoup plus important, c'est-à-dire que ce facteur a un poids important parmi d'autres facteurs dans la genèse de la satisfaction. Donc, le revenu, la rémunération, le travail
on a quand même de bonnes raisons de penser que ça se joue en partie là-dedans, dans le travail. Il y a Oui. une observation que j'ai faite qui m'a vraiment étonnée, en fait, dans l'enquête réponse, c'est-à-dire l'enquête française. On interroge les salariés et les représentants du personnel, ou enfin, des ressources humaines et de la direction. Et il y a une série de questions qui est posée à l'identique des deux côtés, aux deux côtés. Donc, c'est des questions sur la formation, la diffusion de l'information, l'autonomie laissée aux travailleurs, le climat social dans l'entreprise, le télétravail et le processus d'évaluation des salariés. Donc, toute une série de questions qui sont posées à l'identique. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre les réponses des salariés d'une part et les réponses des représentants de l'entreprise d'autre part, donc entreprise par entreprise. Vous voyez l'histoire, on a une série on a un échantillon d'entreprises françaises et au sein de chaque entreprise, on a des gens d'un côté salariés, de l'autre côté représentants, et la réponse qu'ils donnent, c'est-à-dire la manière dont ils se positionnent sur l'échelle de réponse, n'est pas du tout corrélée. Donc, ils n'ont pas du tout la même vision. C'est-à-dire qu'il y a une différence, de perception entre la direction et les services RH d'un côté et les salariés de l'autre. Et d'autre part, les réponses que les salariés donnent, eux, sur l'autonomie qu'ils ont, etc., sont extrêmement corrélées avec le niveau de bien-être au travail qu'ils déclarent par ailleurs. C'est la question vraiment sur êtes-vous heureux au travail, vous satisfait de votre travail, c'est extrêmement corrélé. Par contre, les réponses que donnent les représentants des ressources humaines sur ces conditions de travail ne sont absolument pas corrélées avec le bien-être des salariés de l'entreprise. Donc, ça montre Donc, ça plaide pour l'interroger que les salariés, en fait. Ça plaide pour interroger les salariés, ouais, vraiment. Ouais. Ouais. C'est assez étonnant. Ça, c'est encore En fait, quand on fait de la recherche, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et maintenant, il y a pas mal de nouveaux statuts qui ont été créés, notamment l'auto-entrepreneuriat. Il y a l'économie des plateformes aussi qui bouleverse un peu la relation entreprise-salarié. Quelles sont vos observations sur ce sujet-là? Alors, mes observations, j'en ai pas, parce que jusqu'à maintenant, les enquêtes, les données, parce que moi j'aime bien regarder la réalité à travers les chiffres, de manière quantitative, quoi. Jusqu'à maintenant, la recherche s'est vraiment concentrée sur le travail dans l'entreprise. Mais évidemment, vous avez raison. Enfin, depuis une dizaine, même plus d'années, le travail sort en partie de l'entreprise. Il y a les plateformes, comme vous dites. Puis même, il y a même une pratique qui s'est développée surtout dans la tech, à vrai dire, d'externaliser les salariés, d'aller leur permettre de travailler chez eux en partie, mais aussi d'aller travailler dans des espaces de coworking pour être en contact avec d'autres gens qui font le même métier, de manière à ce que les idées circulent, les innovations, les nouvelles techniques. Donc, travailler hors les murs un peu. Et puis, il y a évidemment la fameuse transformation digitale aussi, ce qu'on est en train de faire là, les techniques d'information et de communication, en gros, l'ordinateur, Internet, les smartphones, etc., qui font qu'on travaille aussi à distance. Donc tout ça, pour l'instant, ça n'a pas été étudié. L'impact sur le bien-être n'a pas été étudié et ça pose quand même plein de questions parce que là, évidemment, l'éléphant dans la pièce, là, il n'y a pas de pièce, mais dans le Zoom, c'est vraiment le confinement et le télétravail. Le télétravail a été poussé à son comble par l'épisode de confinement, pour ceux qui pouvaient. Mais probablement, ça va continuer en partie. C'est-à-dire, là, c'est à cause du virus, mais je ne sais pas si on ne va pas continuer à faire certaines choses à distance. Est-ce qu'on va continuer, nous, à avoir des séminaires en présentiel ou pas? Ce n'est pas clair. Donc, la question, du point de vue du bien-être au travail, c'est parmi les sources de bien-être ou de mal-être qu'on a identifiées, lesquelles vont être magnifiées par le travail à distance ou lesquelles vont cesser d'exister. La motivation, est-ce que ça marche quand on ne voit pas ses collègues et ses managers? Les perspectives de progression dans l'entreprise, est-ce que c'est important, l'entreprise, dans la mesure où je ne suis jamais? Cette délimitation, ce contour, ce sentiment d'appartenance à un espace, à un groupe, est-ce que ça continue à exister quand, en fait, c'est virtuel? Donc, en fait, cette virtualisation du travail, par le télétravail, pose plein de questions. Le statut, est-ce que ça compte? Le statut de cadre, le statut de prof, le statut de ça, est-ce que ça compte quand on ne voit plus les gens, quand il n'y a plus cette reconnaissance, cette image de soi par le regard de l'autre? Est-ce que ça compte encore quand le regard de l'autre, il est sur un écran? Donc en fait, c'est vraiment un domaine à explorer. Et pour l'instant, c'est vraiment le début, on ne sait pas.
Ce sera de nouveaux thèmes de recherche hein, pour vous. Hein. Et puis même oui, et puis regarder ce que font les techniques, parce qu'il y a plein de choses qui disparaissent, mais pas forcément en fait. Les outils numériques comme Microsoft Teams ou pas, ou d'autres, je veux dire, peuvent contribuer à recréer ce sentiment justement. Il y a un groupe qui se forme, et puis dans ce groupe, on s'échange des documents, des mails, des réunions, des interactions, et peut-être ça recrée ce périmètre en fait de délimitation d'un groupe qui existe. Et donc, ce sentiment d'identité, peut-être, en fait, c'est à voir. Et puis, sur le contrôle, par exemple, contrôle de son temps. Bon, on gagne du temps par rapport au transport, bon, c'est clair. Mais on sait bien que, du coup, la délimitation entre vie privée et vie professionnelle a tendance à s'estomper, puisqu'on regarde ses mails sur le téléphone, enfin, on est tout le temps, finalement, disponible. Donc, c'est pas clair que les gens gagnent du contrôle avec la distance. Et il y a aussi pardon, je vous coupe, hein, mais tout à l'heure, vous avez évoqué l'équilibre vie familiale et vie au travail comme condition suprême pour le bonheur, en tout cas dans ce qui ressort des différentes enquêtes. Et peut-être qu'avec la virtualisation, ce sera compliqué d'avoir cet équilibre. Hein. Ouais, C'est exactement. peut-être un risque aussi. D'abord, on peut plus dire désolé, je suis en déplacement, parce que maintenant, voilà, bon, je plaisante, mais c'est vrai que avec les smartphones, avec l'ordinateur, on est tout le temps là. Donc, c'est difficile de s'extraire. Et puis même, c'est peut-être une discipline à prendre, mais quand on reçoit un message, on a envie de répondre. Et puis, il y a autre chose aussi, parce que là, on sait bien, en plus, que les entreprises, maintenant, il y a des applications qui permettent de contrôler ce que font les gens sur leur ordinateur, maintenant, de manière à contrôler si les travailleurs qui sont à distance sont vraiment en train de travailler ou pas. Bon, ça, Oui. c'est vraiment terrible, en fait. Ça devient vraiment du contrôle, pas par soi-même, mais par l'entreprise. Mais il y a autre chose aussi, c'est que le fait d'aller travailler quelque part, c'est une manière de mettre le travail en haut de sa liste de priorités. Et on sait par l'économie comportementale qu'on a tous tendance à faire autre chose que ce qu'on voudrait faire quand c'est difficile ou quand ça demande un effort. On a tendance à procrastiner, comme on dit nous autres. Voilà encore un mot qu'on utilise tout le temps. Je ne sais pas si le commun des mortels l'utilise. Et il y a même des articles, des expériences qui montrent que les gens parfois peuvent choisir de se mettre des contraintes même très ennuyeuses pour se forcer à travailler plutôt que faire autre chose. Et c'est vrai que bon, venir au bureau, c'est se mettre dans un endroit où il n'y a plus aucune autre sollicitation, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les machines, il n'y a pas les courses, il n'y a pas tout ça. Et voilà, donc en fin de compte, on se met soi-même en situation de ne faire que travailler. C'est en fait un mécanisme d'engagement, encore un terme de jargon d'économiste. C'est un mécanisme par lequel moi-même je m'engage et je me force à ne faire que travailler. Si on ne travaille plus dans l'entreprise, comment ça marche cet engagement de travailler? Donc, il y a plein de questions vraiment passionnantes, il n'y a rien là-dessus pour l'instant. Donc, des questions qui restent ouvertes et qui nécessiteront des recherches ultérieures. On a une question sur le chat que je vais vous poser, Claudia. Oui. Alors, une question de Christian Ruetsch. La différence de perception entre les salariés et les dirigeants, une autre illustration de la France d'en haut et la France d'en bas dans les entreprises. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je ne sais pas si c'est ça parce que, en fait, je n'ai pas regardé, il faudrait peut-être regarder si ça caractérise. Là, c'est vraiment en moyenne, donc c'est tous les salariés, Oui. qu'ils soient cadres, qu'ils soient ouvriers ou employés. Donc, difficile de dire ça. Enfin, je ne sais pas. Peut-être faudrait regarder. Oui, regardez peut-être un peu plus dans le détail alors. Faudrait distinguer, en fait, selon les catégories de travailleurs. Alors. Là, c'était une observation moyenne. Très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter, Claudia? Votre présentation était très, très claire et très complète. Je rappelle la publication de votre ouvrage de bien-être au travail, publié aux presses de Sciences Po, qui est disponible depuis le mois de juin dernier en librairie. Ah, il y a une question. Alors, attendez, une petite question. Des âges. Il y a une différence entre, oui, des différences en fonction des âges? Point d'interrogation. Alors, j'ai pas regardé dans cette enquête-là, en fait, spécialement. En général, il y a quelque chose de bizarre avec les âges. De toute façon, ça, c'est un sujet de recherche qui n'est pas encore fini de vraiment élucider. C'est que la relation entre satisfaction et bien-être et l'âge a une espèce de forme bizarre en U. Donc, les gens, c'est comme s'ils étaient moins satisfaits au fur et à mesure que
On commence à 20 ans, la satisfaction diminue jusqu'à atteindre un minimum vers 45-50 et après ça remonte. Alors, ça Ah, remonte. d'accord. Ça c'est la satisfaction en général. Bon, pour le Mhm. travail, c'est à peu près pareil, bon, sauf qu'après, on sort du domaine du travail, en tout cas rémunéré. Donc ça, c'est un peu... ça reflète sûrement une dynamique très compliquée entre les anticipations, les attentes et puis ce qu'on arrive vraiment à faire, les réalisations. Il y a peut-être un phénomène d'ajustement. Donc au début, j'espère tout. Ensuite, j'ajuste mes anticipations. Puis il y a un moment où je sais à peu près ce que je dois faire et qui je suis. Et là, ça remonte. Donc c'est un sujet encore d'investigation. Mais ça, moi, je dirais que il y a une courbe en U. Nous avons une autre question de Jean-Éric Vimon. Quelle est l'influence du cadre de travail, aménagement des bureaux, etc., sur le bien-être des salariés? Bah, j'ai pas regardé moi dans cette enquête-là, mais on sait bien que les bureaux paysagers, c'est pas très propice au bien-être parce que bah, enfin, voilà, y a du bruit, il y a une absence d'intimité et l'architecture compte énormément. En fait, l'architecture compte énormément. Il y a un truc vraiment important dans qui concerne le bien-être, mais aussi la productivité, en fait. C'est le rôle du hasard. C'est pour ça que les entreprises se sont toutes concentrées dans la Silicon Valley. C'est que c'est pratique d'être tous là. Les ingénieurs, les scientifiques qui font de la recherche, qui font des innovations, les travailleurs qui sont tous là dans le pool d'emploi. Et tout le monde se rencontre et discute à la cafétéria ou pendant le lunch, etc. Et les idées circulent et les gens circulent de boîte en boîte. Et ça, c'est favorisé, c'est dépendant du hasard. C'est le hasard des interactions et des rencontres. Donc, l'architecture joue beaucoup. Est-ce qu'il y a un espace très agréable où les gens peuvent déjeuner ensemble ou prendre le café ou quoi parce que, ou pas, voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui est crucial. Après, oui, ce que je disais avant, le fait d'avoir un bureau ou pas, bah, c'est pareil. En fait, si on est dans un espace complètement ouvert, on ne peut pas se parler parce que ça dérange tout le monde. Donc, ouais. Donc ça compte quand même, hein, ça compte, mais Ça compte pour énormément. Je garder. pense que le fait qu'il y ait une cantine, ça compte énormément. Je pense que le fait qu'il y ait des espaces ouverts, un peu informels. En fait, il faut ménager l'informalité. Enfin, il faut aménager la possibilité de l'informalité et du hasard. Et ça, encore une fois, avec le télétravail, ça ne va pas être facile. Très bien. On a encore d'autres questions qu'on va prendre. Une de Jérémy Hervelin. On parle beaucoup des salariés en entreprise. A-t-on des éléments de comparaison ou spécifiques sur la fonction publique en France où les procédés sont très bureaucratiques, les statuts très cloisonnés? Est-ce qu'il y a Ben là, des non. enquêtes qui portent sur le service public? Ben, il y a des enquêtes spécifiques sur le service public, mais dans ces enquêtes que j'ai utilisées, il n'y a pas. Non, c'est sur le. D'accord. Oui, c'était que sur le secteur privé, hein, et les Et c'est associations, clair hein. que dans le secteur Mm. public, le statut va jouer enfin, le statut, c'est la dimension symbolique de l'emploi. C'est-à-dire Mm. la source de satisfaction qui ne vient pas de la partie monétaire, mais de la partie purement symbolique, c'est-à-dire l'image de soi, éventuellement le pouvoir, le prestige. Donc, plus les statuts sont formalisés, plus ils jouent fortement sur le bien-être. Et dans la fonction publique, ces statuts sont formalisés. Il y a des fonctionnaires de rang. Oui, c'est des grilles, hein, c'est vraiment, oui. Ceci dit, dans les grandes entreprises, c'est le cas aussi. Dans la plupart des grandes entreprises, il y a des hiérarchies, cadres, non cadres, etc., il y a des échelons, et ça crée du statut. Et ça, c'est une source de bien-être. Enfin, c'est une source de bien-être. Enfin, ça compte, disons. C'est une source de Ouais. bien-être quand on monte. On a encore deux autres questions de Lisiane Baudu. Quelle est la corrélation entre bienveillance et bien-être? Et la deuxième question, les entreprises sont-elles conscientes des enjeux liés au bien-être? Bah, la corrélation entre bienveillance, ça c'est très fort, puisque bienveillance, ça rentre dans le style de management, ça rentre dans le climat social, ça rentre dans les relations avec les collègues et le management, donc c'est très important. Hein. Et les entreprises sont conscientes des enjeux. Bah, oui, je pense qu'elles sont conscientes des enjeux, bah, surtout les entreprises. En fait, on a parlé de la carrière. Ça dépend de quel type de salarié on parle, mais pour ceux qui ont des perspectives de carrière assez bonnes, maintenant, la manière de monter, souvent, c'est pas de rester dans l'entreprise tout le temps, c'est de sauter d'une entreprise à une autre pour monter en changeant. Et donc, les entreprises ont des problèmes de rétention de personnel. Elles essayent parce que quand les gens partent, il faut embaucher quelqu'un de nouveau, ça coûte cher. Il faut le trouver, il faut le former, il n'est pas efficace tout de suite. Donc, beaucoup d'entreprises essayent de retenir leurs salariés. Et surtout les entreprises de la vieille économie, c'est-à-dire l'industrie, plutôt que la tech.
Et donc, en fait, le bien-être des salariés, c'est un enjeu pour elles, un enjeu réel, quoi. C'est qu'ils soient bien et qu'ils restent. Donc, c'est un enjeu instrumental, donc on peut dire que c'est pour qu'ils restent, quoi. Une dernière question de Mathieu Nogues. Le temps d'y accéder, excusez-moi. Alors, afin d'éclaircir le lien entre le bien-être général faible des Français et la place importante et négative qu'ils donnent à leur bien-être au travail, pourrait-on comparer les actifs et les retraités? Regardez si cette différence persiste. On a regardé, en fait, dans des travaux, donc je dirige l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP, avec Yann Algan d'ailleurs, et Andrew Clark. Et donc, on a fait des travaux sur le passage à la retraite. C'est pas très clair ce qui se passe. Quand les gens partent à la retraite, il y a deux effets. Il y a un effet de perte de revenus, qui est plutôt négatif. Il y a un effet de gain de temps, qui est plutôt positif. Et puis, il y a peut-être un effet de désocialisation, perte de repères, perte de rythme de la journée, etc., de sociabilité. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un effet moyen très fort. Après, ça dépend du type de travailleur. Ça dépend cadre, non cadre. Et ça dépend de. Pour les cadres, par exemple, il y a l'effet revenu est négatif, il y a une perte de revenus, mais il y a un gain de loisirs. Par contre, en fait, ce qu'on voit en réalité dans ces trucs de passage à la retraite, c'est le gros bénéfice du passage à la retraite, c'est pour ceux qui étaient en situation de chômage, et qui est une partie non négligeable de la population, surtout chez les seniors. Alors là, le fait de passer du chômage à la retraite, ça a un effet très positif sur le bien-être. Pas le bien-être au travail, mais le bien-être dans la vie. En général, oui. Et pourtant, la situation ne change pas radicalement. C'est vraiment une question d'image et de stigmate, finalement. On passe de quelque chose qui est assez stigmatisé ou désagréable, chômage, à quelque chose de tout à fait légitime, retraite, et donc c'est bien. Donc, en gros, la réponse, c'est qu'en moyenne, c'est pas très clair, en fait, ce lien. Il y a plein d'études qui essayent d'analyser l'effet de la retraite sur le bien-être, en essayant vraiment de trouver un effet causal. Je vais vous dire la vérité, ça va dans tous les sens. Il y en a qui trouvent que c'est bien, d'autres qui trouvent que ça a un impact négatif sur la santé physique, sur la santé mentale. Ça va vraiment dans tous les sens. Donc, je peux pas. Il n'y a pas eu de conclusion convergente sur ce sujet. Non. Très bien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a des réformes qui allongent la durée de vie ou qui modifient les conditions de passage à la retraite, souvent, ça a un impact négatif sur les gens. Mais je ne sais pas si c'est la retraite en elle-même ou si c'est le fait que les plans que les gens avaient formés sont contrariés. C'est plutôt ça, moi, je dirais. Non, nous, on a fait une étude avec des co-auteurs ici à l'École d'économie de Paris qui montre quand même que quand les gens passent à la retraite, parce que vous voyez, la raison pour laquelle on a du mal à répondre, c'est qu'on est obsédé par la causalité en économie. On voudrait vraiment être sûr que c'est la retraite qui rend les gens heureux ou malheureux. Donc, si quelqu'un prend sa retraite, peut-être qu'il était déjà malheureux ou malade, et donc c'est dur de savoir si c'est la retraite qui le rend malade ou la maladie qui le met à la retraite. Vous voyez, c'est dur. Donc, il faut vraiment trouver une source exogène, voilà encore un jargon. Il faut vraiment trouver une raison pour laquelle les gens passent à la retraite sans vraiment l'avoir décidé pour des raisons qui leur sont propres. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec des co-auteurs, c'est de regarder les chocs, c'est-à-dire ce qui leur arrive du point de vue de la santé et qui n'était pas anticipé. Donc, il y a une enquête dans laquelle on demande aux gens, est-ce que vous pensez que votre état de santé va s'améliorer l'année prochaine ou se détériorer? Et puis, il y a des gens qui passent à la retraite et on voit s'ils se sont trompés ou pas. Donc là, on regarde la surprise, l'effet non anticipé. Donc, du coup, c'est causal. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui passent à la retraite ont des chocs positifs de santé, c'est-à-dire ils se retrouvent une fois à la retraite en meilleure santé que ce qu'ils croyaient. Voilà. Donc, on peut dire que la retraite a un effet plutôt positif. Très bien. Tant mieux en même temps. Hein. Ah ouais. On n'a pas d'autres questions, Claudia. Merci beaucoup pour votre présentation. Je rappelle la publication de votre ouvrage Le bien-être au travail, disponible en librairie depuis juin dernier et qui a été publié aux presses de Sciences Po sous l'égide de la chaire Sécurisation des parcours professionnels. Un grand merci, Claudia. Merci à vous. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée. Vous pourrez retrouver ce webinaire dans notre rubrique ILB Replay. Au revoir. Au revoir.